Bonjour à vous. Donc aujourd'hui, je vais présenter le chapitre 3 de cours Introduction à l'ingénierie des matériaux intitulé Structure des matériaux. Avant de passer au chapitre 3, je vous présente ici quelques liens de sites pour vous aider à compléter votre formation. Donc vous avez shushenslim.wordpress.com pour voir les cours, les activités et l'examen. Donc via l'article 12 MASTEC, Materials Engineering and Technology, et vous pouvez aussi, vous avez le lien de la chaîne YouTube, consultez la playlist matériaux, vous trouverez toutes les vidéos en relation avec ce cours. La structure des matériaux comporte 4 parties. Donc tout d'abord on va commencer par la cristallographie géométrique, puis les différents types des structures cristallines. On va voir la structure cubique centrée, cubique à face centrée, hexagonale compacte, donc ce qui caractérise la majorité des métaux, et puis les défauts cristallins, et on va terminer par la structure des polymères. C'est une structure un peu différente. Les polymères maintenant sont très utilisés dans l'industrie, donc on a besoin de connaître sa structure afin de maîtriser la structure, vient maîtriser les propriétés. Ça permet de fabriquer un bon matériau. Donc introduction, il existe 4 familles de matériaux. Donc vous avez une idée sur les métaux et leur alliage, les polymères, les céramiques et les composites sont présentés dans le chapitre 1. La structure métallurgique peut être appréhendée à 3 niveaux de connaissance. Dans l'industrie, les matériaux sont couramment observés à la loupe, voire à l'œil. Les particularités que l'on constate appartiennent à la macrostructure. On peut observer le comportement de matériaux par exemple, en faisant des essais de traction, de résilience, etc. pour voir le comportement. Et on peut le voir à l'œil nu. Alors, deuxième niveau, c'est le niveau microscopique, microstructure, en utilisant un microscope optique afin d'observer les grains, les cristaux. Ça, c'est une échelle très importante. Et puis, pour aller plus loin, il existe un niveau structural encore plus fondamental, plus fin. C'est l'échelle de l'atome et de la liaison entre les atomes. Donc la composition chimique en termes d'atomes et aussi la liaison ont une influence sur les propriétés des matériaux. Alors les propriétés physiques, chimiques, mécaniques des matériaux permettent de distinguer les grandes familles. Ces propriétés dépendent de la structure des matériaux aux différentes échelles. Il faut donc maîtriser les structures pour maîtriser les propriétés et concevoir une pièce avec un bon matériau. Alors, la première partie, la cristallographie géométrique. Donc, les matériaux, on a dit que sont divisés principalement en deux. L'état cristallin, donc cet état, on peut aussi le diviser en deux aussi, en semi-cristallin et totalement cristallin. Mais pour le métaux, on a seulement l'état cristallin, donc se rencontre dans la plupart des métaux, céramiques et quelques polymères. L'état amorphe est par contre très fréquent dans un certain nombre de céramiques et quelques matériaux organiques. Donc un matériau cristallin, c'est-à-dire il est organisé, les atomes sont arrangés et occupent des positions bien déterminées. Ça donne un matériau opaque, non transparent, et l'état amorphe, ce qui caractérise les matériaux transparents comme le verre, certains plastiques comme le PET par exemple. Ici vous avez une structure amorphe. Alors on va s'intéresser maintenant à la structure cristalline, l'arrangée. Les solides cristallins sont donc caractérisés par un ensemble d'atomes arrangés périodiquement suivant les 3 directions de l'espace dans un ordre strict qui définit la structure cristalline. Donc les atomes sont arrangés, occupent des positions bien déterminées.
Deux concepts fondamentaux sont à la base de la description de la structure cristalline, le réseau et le motif. Le motif, c'est l'élément de base qui va se répéter plusieurs fois. Ça peut être un atome ou bien un groupe d'atomes. Le motif, dans la répétition suivant le réseau spatial, engendre le cristal. Donc un réseau spatial est constitué par un ensemble de nœuds. La maille contient le motif d'atome qui se répète plusieurs fois. La maille élémentaire est définie par trois vecteurs ABC et qui ont donc un volume de forme géométrique simple, connu. Ça peut être sous forme d'un cube ou bien parallépède, dont la répétition dans l'espace engendre le réseau et le cristal. Donc un cristal, c'est un ensemble de mailles. Donc plusieurs cubes. Dans la cube, on a le motif qui se répète selon un réseau. Donc ici, par exemple, l'élément de base, c'est le NaCl. Vous avez deux atomes. Le même élément se répète dans toutes les directions pour former une entité géométrique bien déterminée appelée cube. Ça peut être un parallépipède ou bien un hexagonal. Donc ça on appelle ça maille. Et puis un ensemble de cubes, ça forme un cristal. Et un ensemble de cristaux forme le matériau. Alors, pour les plans et les directions cristallographiques, donc les structures cristallines sont caractérisées par des plans et des directions cristallographiques. Donc, lorsqu'il est question de matériaux cristallins, il devient souvent nécessaire d'indiquer à l'échelle des atomes une direction ou un plan cristallographique particulier. C'est la maille élémentaire qui sert ainsi de base pour déterminer la valeur des indices au moyen d'un système de coordonnées à trois axes X, Y, Z. Partant de l'un des coins de la maille élémentaire et coïncidant avec ses arêtes. Donc on va commencer par le plan cristallographique. Donc on va voir comment désigner un plan cristallographique. Un plan qui passe par trois nœuds non alignés pour former un plan. Qui coupe les axes OX, Y, OZ en MNP de coordonnées respectives M00, 0N0 et 00P. Ce plan sera désigné par des indices appelés indices de Müller HKL, définis comme les plus petits entiers proportionnels à 1 sur M, 1 sur N et 1 sur P. Alors, dans la diapo suivante, on vous montre la méthode pour déterminer les indices de Müller. Il y a des étapes à suivre, 4 étapes. Tout d'abord, déterminer les points d'intersection de plan avec le système d'axes choisi ici X, Y, Z, à condition que le plan ne doit pas passer par l'origine. L'origine des trois axes ne doit pas être dans le plan. Alors, une fois vérifié, comme dans ce cas, donc vous avez le plan ne passe pas par l'origine, il faut chercher l'intersection avec les axes. Maintenant, par exemple, le plan rouge coupe l'axe X en 1, l'axe Y en 2 et l'axe Z en 1. 1, c'est-à-dire une arête d'un cube. 2 arêtes. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, on fait l'inverse. Prendre les inverses. 1 sur 1, 1 sur 2, 1 sur 1. Suivant X, Y, Z. Par la suite, réduire les trois fractions au plus petit commun dénominateur. Donc, on va rendre au même dénominateur. 2 sur 2, 1 sur 2, 2 sur 2. Alors, une fois vous avez fait ça, vous pouvez prendre les numérateurs, c'est-à-dire noter entre parenthèses les indices 2, 1, 2. Donc on peut mettre ici les indices de Müller de ce plan entre parenthèses 2, 1, 2. C'est le nom de ce plan.
Alors, lorsque le plan passe par le point d'origine choisi, il faut soit procéder à une translation appropriée afin de produire un nouveau plan parallèle dans la maille élémentaire, soit établir un nouveau point d'origine. Donc si vous avez, comme dans le premier cas, donc, le plan coupe, voilà, passe par l'origine O. Alors dans ce cas, on ne peut pas appliquer la méthode de Müller. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut établir un nouveau point d'origine, décaler tout le système vers le haut par exemple. Donc on va voir X, O', Y, Z au haut, décalage, translation vers le haut. Alors à ce moment-là, si vous avez remarqué que le plan rouge ne coupe pas au prime, donc je peux appliquer la méthode de Müller. Chercher l'intersection. Le plan rouge coupe l'axe X en 1, l'axe Y en 1 et l'axe Z en moins 1. 1, moins 1. Inverse. 1 sur 1, 1 sur 1, moins 1 sur 1. Réduction. 1 sur 1, 1 sur 1, moins 1 sur 1. Maintenant, on va prendre les indices. On va noter les indices de Müller. 1, 1. Au lieu de prendre moins 1, on va noter 1 bar. Remplacer moins 1 par 1 bar. Donc, entre parenthèses, vous mettez ici 1, 1, 1 bar. C'est les indices de Müller de ce plan. Maintenant, si vous avez un plan parallèle, un axe, donc qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, dans le cas d'un plan parallèle à un axe, son point d'intersection se situe à l'infini. Et par conséquent, l'indice est 0. Toujours, on va appliquer la méthode. Donc, pour ce plan rouge, il coupe l'axe X en 1, l'axe Y en 1 aussi. Et il est parallèle, on va supposer qu'il va le couper à l'infini. Donc, vous avez 1, 1, l'infini. L'inverse, 1 sur 1, 1 sur 1, 0 sur 1. Réduction au même dénominateur, 1 sur 1, 1 sur 1, 0 sur 1. On prend maintenant les indices, 1, 1, 0. Donc voilà, c'est noté. Vous avez l'indice de Müller de ce plan, 1, 1, 0. Alors, si vous avez un indice négatif, il est désigné par un signe moins au-dessus du chiffre de l'indice. Direction cristallographique. Comment désigner une direction? Donc, il y a une méthode à suivre. On appelle direction cristallographique une droite passant par deux nœuds de réseau, donc par une infinité de nœuds. Si l'on suppose qu'elle passe par l'origine, donc maintenant c'est une condition, il faut que la direction passe par l'origine, c'est l'inverse de plan. On peut la désigner par les coordonnées U, V, W, de nœud le plus proche de l'origine. Donc on va chercher le nœud le plus proche, et puis on va désigner cette direction par les coordonnées U, V, W. Voici les étapes pour déterminer les trois indices de direction. Tout d'abord, on détermine la longueur de la projection vectorielle sur chacun des axes. On multiplie ou on divise ces trois nombres par un facteur commun. On inscrit ensuite les trois indices notés entre crochets droits pour les directions. Exemple. Donc, vérifiez que la droite passe par l'origine. C'est bien. ON. Voilà la droite. Le nœud le plus proche, c'est en N ici. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher par projection orthogonale les coordonnées de ce nœud dans le système d'axe X, Y, Z. Par projection orthogonale sur X, le point se trouve en 1, suivant X, en 2 sur Y, et sur Z, on a 1 aussi. Donc 1, 2, 1, ce sont les coordonnées de nœud le plus proche sur la direction. On va rendre au même dénominateur, donc 1 sur 1, 2 sur 1, 1 sur 1. Et puis, on va prendre les indices 1, 2, 1. Donc, notez entre crochets droits
les indices de cette direction 1 de 1. Voilà, vous avez une application. Donc je vais aller directement à cet exemple, vous allez terminer le reste. Donc un plan parallèle à l'axe Z passe par cette arête et de l'autre côté il va couper la maille en deux. Alors dans ce cas, ce plan il coupe l'axe X en 1. Vous voyez bien, donc ici 1 fois l'arête, mais suivant Y il coupe l'axe Y en 1,5. 1,5 l'arête ici, et il coupe l'axe Z à l'infini. Il est parallèle à Z, donc à l'infini. Donc vous avez 1,5 infini. Rendre au même dénominateur 1 sur 1, 2 sur 1, 0 sur 1. Donc après avoir fait l'inverse, 1 sur 1, 2 sur 1, 0 sur 1. Et puis on prend les indices 1, 2, 0. 1, 2, 0. Entre parenthèses. On passe maintenant à la deuxième partie de ce cours, la structure cristalline des métaux. Donc la structure cristalline les plus fréquentes présentées par les métaux purs à l'état solide appartiennent au système cubique hexagonal. Trois structures principales sont représentées: cubique centré CC, cubique à face centrée CFC et hexagonal compact HC. Un même élément peut présenter plusieurs structures cristallines selon l'intervalle de température considéré. On dit que l'élément présente un polymorphisme cristallin. Le passage d'une forme à une autre est une transformation allotropique. Par exemple, dans le cas de fer, a une structure cubique centrée entre moins 273 et 912. Change de sa structure en CFC, cubique à face centrée, au-delà de 912. Puis il reprend sa structure initiale à partir de 1394 jusqu'à 1538, où il va passer à l'état liquide. Donc ça représente sa température de fusion. Avant cette température, le matériau se trouve à l'état solide. Après, il passe à l'état liquide. Alors, on va commencer par la structure cubique centrée, CC. Pour ce système, dans la maille se trouve en plus des atomes, des sommets. Donc vous avez 8 au sommet. Il y a aussi un atome au centre, à l'intérieur ici. Exemple des matériaux, vous avez le chrome, le tungstène, molybdène, fer qui ont cette structure cubique centrée. 1 au centre plus 8 au sommet de cube. Mais les atomes qui se trouvent au sommet, l'atome ici, appartenant chacun, l'atome ici appartenant à 8 mailles. Il participe à la formation de 8 mailles. Alors, la première étape consiste à identifier les plans denses. Quel est le plan le plus dense contenant plus d'atomes? Donc, d'après cette structure, ce sont les diagonales. Les plans diagonaux ici. On trouve dans ce plan le maximum d'atomes et le minimum d'espace ou bien de jeu entre les atomes. En projetant sur ce plan-là à droite avec les atomes, nous obtenons cette figure. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Vous avez A, c'est l'arête de rectangle, la largeur. La longueur est égale, le diagonale
de la surface. Donc ici, D diagonale de la face de cube, et grand D c'est diagonale de cube. Donc le grand D, ça c'est le diagonale de cube, ça c'est le diagonale de la surface. Donc A racine de 2, bien sûr ici vous avez A racine 3. A racine 3 est égal en fonction de rayon 4 fois le rayon de l'atome. Donc après avoir déterminé le plan dense et la direction dense qui se trouve obligatoirement dans un plan dense, on peut chercher la relation à partir de cette figure entre le rayon de l'atome et le paramètre A de la maille. Donc voilà la relation qui relie le rayon à l'arête. L'arête c'est la dimension de cube de la maille. Et puis on peut déterminer le nombre d'atomes par maille. Donc on va compter seulement les portions qui sont à l'intérieur de la maille, à l'intérieur du cube. Alors vous avez un au centre, ça c'est complet. Mais pour les atomes qui se trouvent au sommet, un atome participe seulement par le 1/8. Parce que lui-même, il appartient à 8 mailles. Donc le nombre 1/8 fois 8 plus 1, ça fait 2. Donc vous avez l'équivalent de 2 atomes à l'intérieur de la maille. Donc exemple des métaux qui ont la maille CC, fer alpha, chrome, tungstène, molybdène. Voilà comment faire le calcul. Vous avez les détails ici. Comment en projetant avec les atomes un plan dense. Ce sont les diagonaux dans le cube. Les diagonaux représentent le plan dense. Et donc à partir de ce plan, on va déterminer la direction, puis la relation. Alors, on peut aussi, pour chaque structure, déterminer la compacité et la masse volumique en appliquant ces deux formules. La compacité est égale au volume occupé par tous les atomes. On a 2 maintenant. Donc, vous avez 2 fois le volume d'un atome sur le volume de la maille. Le volume de la maille, c'est A3. A fois A fois A. Et on va supposer que l'atome a une forme sphérique. Donc chercher le volume d'une sphère. Alors on peut aussi, à l'échelle atomique, déterminer la masse volumique en se basant sur le type de structure de matériau. Masse volumique est égale à masse sur le volume de cube. Masse des atomes sur le volume. La masse d'un atome est égale à masse molaire sur le nombre d'Avogadro, Na. Ça, c'est la masse d'un atome, fois le nombre d'atomes, c'est-à-dire 2, sur le volume de cube, A3. Ça, c'est intéressant, c'est un nombre de motifs par maille. Une maille est dite unitaire si elle ne comporte qu'un seul motif, multiple si elle en comporte plusieurs. Donc vous voyez l'atome, s'il se trouve ici, donc un élément extérieur à la maille compte pour 0. Donc vous n'avez aucune partie dans la maille. Un élément à l'intérieur B de la maille compte pour 1. Il est totalement à l'intérieur. L'atome se trouve à l'intérieur, donc on va compter 1. Si vous avez un élément au sommet comme l'élément C, comme l'atome au sommet, on va prendre seulement 1/8 parce que cet atome appartenant en même temps à 8 mailles dans l'espace. Un élément sur une arête comme le point D, ici au centre de l'arête, donc celui-ci il appartient à 4 mailles. Donc on va compter 1/4. Enfin, si vous avez un atome sur la face, sur l'une des faces, donc on va compter seulement 1/2, puisque cet atome va participer à la formation de 2 mailles. Donc la moitié à l'intérieur
et l'autre moitié ici à l'extérieur. Donc on va compter seulement que les parties qui se trouvent à l'intérieur. La structure cubique à face centrée. Donc pour le système cubique à face centrée, CFC, dans la maille, il n'y a pas d'atome au centre, comme dans le cas de cubique centré, mais un atome au centre de chacune des 6 faces. Donc vous avez ces atomes qui se trouvent au centre des faces, ici, comme le nœud ici, vous trouvez, il est au milieu, au centre de la face. Donc vous avez 6 faces, sur chaque face vous avez un atome au centre. Les 8 au sommet, comme d'habitude, appartenant à chacun à 8 mailles, et les atomes sur les faces appartenant chacun à 2 mailles. Alors, on va identifier tout d'abord les plans denses. Ce sont les diagonaux inclinés, les plans inclinés, qui relient 3 nœuds d'indice 1, 1, 1. Bien sûr, tous les plans inclinés sont des plans denses. Projection avec les atomes, ça donne ça. Donc vous avez les atomes au sommet, les extrémités, et ces atomes représentent les atomes de la face. Donc ça c'est en coupe. Regardez, vous remarquez que c'est une structure plus dense par rapport à la structure centrée. On a plus de matière à l'intérieur. Relation entre A et R, c'est déterminé à partir de cette projection. Essayez de la vérifier. R est égal à A racine carrée sur 4. Et puis le nombre d'atomes, ça va changer par maille, est égal à 1 huitième fois 8 plus 1 demi fois 6. 1 huitième pour les sommets fois 8, et pour les faces vous avez la moitié fois 6 faces, donc ça fait total 4 atomes. Vous avez l'équivalent dans ce cas, l'équivalent de 4 atomes à l'intérieur du cube. Exemple des matériaux qui ont cette structure. Le fer à haute température devient fer gamma, c'est-à-dire qui a cette structure, et puis l'aluminium, le nickel, les cuivres. Voilà le calcul. Donc si vous avez besoin de plus d'explications, vous pouvez utiliser cette diapo. Ça montre très bien le calcul. La dernière structure hexagonale compacte HC, c'est une maille représentative, contient 6 atomes, 3 à l'intérieur plus 2 sur les bases. Donc vous avez à l'intérieur 3 atomes, voilà, à ce niveau-là. Donc la structure hexagonale comporte 3 niveaux. Ici sur la base supérieure, donc se trouve dans la base supérieure, ça c'est la base inférieure, et entre les deux vous avez une couche intermédiaire contenant 3, les 3 sont presque à l'intérieur. Et vous avez ici 2 sur les bases, sur la base supérieure et sur la base inférieure. Ensuite vous avez 12 sur les sommets. Ici vous avez 6 sur la face supérieure et 6 sur la face inférieure. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est un hexagone. Base hexagone. Mais chacun appartenant à 6 mailles. Chaque atome de sommet commun à 6 mailles. Alors pourquoi 6? Parce que vous avez 2 niveaux, 2 étages, et puis l'angle ici entre ces 3 nœuds est égal à 120. Donc ça nécessite 3 mailles pour fermer l'angle. 120 fois 3, ça fait 360 degrés. Donc la relation, on peut la déterminer à partir de la
projection des bases, ce sont les plans denses. Toutes les bases inférieures ou bien supérieures, ça représente les plans denses avec les atomes. Vous voyez que tous les atomes sont en contact, pas de jeu. A, c'est la cote ou bien l'arête de l'hexagone. Et tout court, R est égal à A sur 2. Nombre d'atomes, c'est plus dense. N est égal à 1 demi fois 2 pour les bases. 1 sixième fois 12 pour les atomes au sommet. Et 3 complètement à l'intérieur pour les 3 qui se trouvent en intermédiaire. Ça fait 6. Le magnésium, le cobalt, le titane. Bien sûr, cette densité a une influence sur la qualité de matériau, la résistance et les caractéristiques de la matière. Alors, pour la troisième partie, les défauts cristallins. Les cristaux ne sont jamais parfaits. Il y a toujours des erreurs dans les empilements qui peuvent être décrites comme des défauts ponctuels, linéaires et plans. On commence par les défauts ponctuels. Donc, ces défauts existent au niveau des dimensions atomiques, à l'échelle d'un atome. Ils peuvent résulter de la présence d'un atome de la matrice du réseau, c'est-à-dire en position interstitielle. On appelle ça auto-interstitiel. Auto-interstitiel, c'est-à-dire un atome de réseau qui se trouve entre les atomes, dans les sites, entre les atomes. Un atome étranger en position interstitielle aussi, on peut avoir un autre atome qui n'est pas de réseau, mais il se trouve au site, c'est-à-dire entre les atomes de réseau. Un atome étranger, mais maintenant en position substitutionnelle. Substitutionnelle, c'est-à-dire remplace un atome de réseau. Un atome étranger remplace un atome de réseau. Alors, sont des défauts. Ou bien on peut avoir un site vacant. Son atome. Alors, les défauts linéaires, ces défauts appelés dislocation, sont à l'origine de tous les processus liés à la déformation plastique. Donc, les glissements, les déformations plastiques se font selon ces directions, bien ces lignes. Toute ligne de dislocation peut se ramener à deux types, la dislocation coin et la dislocation vis. Coin ici parce qu'il forme un coin. Le manque d'une ligne forme un coin. Ici, une distorsion, on appelle ça dislocation vis. Donc le manque ici crée une distorsion. La dislocation coin, cette dislocation correspond à l'introduction d'un demi-plan supplémentaire dans le réseau cristallin qui donne l'image d'un coin. Et pour la dislocation vis ne présente pas de demi-plan supplémentaire, elle doit son nom au fait que le cristal est constitué par une rampe hélicoïdale autour de la ligne de dislocation, une rotation. Alors, on peut avoir des défauts sous forme de plan. Tout d'abord, les surfaces libres. Les joints des grains aussi sont les lieux de défaut. Et l'interface entre les faces, si vous avez un matériau qui se compose de deux faces. Donc, le plan commun entre ces deux faces, ça représente aussi un défaut, puisqu'il n'y a pas de continuité entre la face 1 et la face 2. On passe maintenant à la structure des polymères. Donc, à l'état amorphe, une structure se replie, déploie dans l'espace pour adopter une configuration de pilote statistique dans laquelle on ne distingue aucun ordre à grande échelle. Donc, vous avez un ensemble de chaînes imbriquées, enchevêtrées entre eux. C'est comme un plat de spaghettis. Pas d'ordre. Donc ça, c'est une caractéristique de matériaux amorphes. Si les chaînes se plient les unes sur les autres pour former des lamelles ou bien des petits cristaux,
ça devient un matériau semi-cristallin, c'est-à-dire il y a des zones amorphes et des zones semi-cristallines. Alors l'état amorphe est caractérisé par pas de point de fusion. Donc le passage de l'état solide à l'état liquide n'existe pas, mais il y a existence d'un point appelé point de transition vitreuse qui marque le passage de l'état liquide à l'état caoutchoutique. L'état caoutchoutique à l'état vitreux. L'état, oui, la transition vitreuse marque le passage de l'état caoutchoutique à l'état vitreux, l'état solide, c'est-à-dire. Transparence dans le visible, le PS par exemple, le PVC, sont des matériaux transparents. La structure cristalline, donc caractérisée par une compacité supérieure à celle de la phase amorphe. Existence d'un point de fusion, TF, si le matériau il est complètement cristallin. Donc bien sûr, pour les polymères, il n'y a que les semi-cristallins. Donc on trouve TF était la transition vitreuse qui caractérise les phases amorphes. On trouve aussi la température de fusion qui caractérise les zones cristallines. Les matériaux cristallins, bien semi-cristallins, sont imperméables au gaz et au liquide, avec une rigidité supérieure à celle de la phase amorphe. Donc le taux de cristallinité qui caractérise les matériaux semi-cristallins, qui est égal à 100% pour les métaux, parce qu'ils sont totalement cristallins, 0% pour les matériaux amorphes, pas de zone cristalline, sont totalement amorphes, donc taux de cristallinité est égal à 0. On peut avoir des matériaux avec les deux structures, mélange entre amorphe et cristallin, sont caractérisés par un taux de cristallinité. Donc le taux de cristallinité augmente, la rigidité augmente aussi. Alors, l'origine de caractère semi-cristallin, les polymères cristallisent lorsqu'ils ont une structure régulière. Ils ne cristallisent jamais totalement pour différentes raisons. La présence d'irrégularités structurales dans le polymère et la lenteur des réarrangements conformationnels permettant à la chaîne d'intégrer les ondes d'ordre cristallin. Merci à vous, c'est la fin de ce chapitre. Donc, merci.